Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation, c'est très apprécié. Donc c'est quoi une MRC? En fait, une MRC, autre qu'être un palier administratif entre les villes et les gouvernements, ça fait plein de choses. Une MRC, ça va gérer l'aménagement du territoire par l'élaboration d'un schéma d'aménagement, le réviser à tous les 5 ans et veiller à son application. Une MRC, c'est aussi établir un plan de gestion des matières résiduelles. C'est aussi élaborer un schéma de couverture de risque pour les incendies. C'est établir les règlements d'urbanisme dans les territoires non organisés et parfois dans certaines municipalités locales. C'est assurer la gestion des cours d'eau sur son territoire. C'est préparer les rôles d'évaluation des municipalités locales. C'est administrer la cour municipale et vendre les immeubles pour défaut de paiement de taxes foncières. C'est constituer en développement économique un centre local de développement ou un département pour soutenir les entreprises, les gens d'affaires. C'est aussi offrir un service de transport collectif et adapté. Donc, c'est tout ça une MRC. Une MRC aussi, on se rencontre régulièrement. Il y a une assemblée mensuelle. C'est le 3e mardi de chaque mois. Donc, si vous avez le goût de savoir ce qui se passe à votre MRC, les règlements qui passent là, les résolutions qui sont adoptées, je vous invite à vous présenter. C'est une assemblée publique, une fois par mois. Mais pour préparer cette assemblée publique-là, il y a des comités. Donc, à chaque semaine, il y a des gens qui se rencontrent parce que dans le mois, il y a un comité exécutif, un comité de transport, un comité sur la sécurité publique en partenariat avec la Sûreté du Québec. Il y a un comité sur l'aménagement, il y a un comité de sécurité incendie, il y a un comité culture-tourisme, un comité de relations de travail et finalement un comité de développement économique. Une MRC, pour bien comprendre, là, au Québec, il y a 17 régions administratives, dont l'Anaudière. Dans l'Anaudière, il y a 6 MRC, dont Montcalm. Et Montcalm est composé de 9 municipalités et une ville qui est Saint-Laurentide. Le portrait démographique de notre région, en fait de Montcalm, en 2017, il y avait 53 666 Montcalmois et en 2018, 55 126. On parle d'une hausse de 2,72%. Vous savez qu'il existe une belle société qui s'appelle l'ISQ, l'Institut de la statistique du Québec. Leur rôle, entre autres, c'est évidemment de prévoir des statistiques sur le développement, entre autres démographique, de chacune des MRC du Québec. Ils le font bien sûr aussi pour la MRC de Montcalm. Ils ont publié un document en 2011 qui disait qu'entre 2011 et 2036, donc pour les 25 prochaines années, il y aura 800 nouveaux citoyens ou habitants qui s'ajoutent à chaque année dans Montcalm. Ça va représenter, après 25 ans, 34,4% d'accroissement de la population. Pendant la même période, le Québec devrait voir sa population augmenter de 17,3% et que nous sommes la 2e MRC en plus forte croissance dans l'Anaudière. Maintenant, je vais vous parler de la réalité. Donc, la réalité, c'est que dans un an, on n'a pas augmenté de 800 citoyens, mais on a augmenté de 1460 citoyens. Si on garde ce même rythme-là, dans 25 ans, on n'aura pas eu une hausse de 34,4% comme le prévoit l'ISQ, mais on aura eu une hausse de 60%. Donc, c'est important de savoir que le boom démographique dans Montcalm va être important pour les prochaines années. Et comme on n'a pas envie de subir le développement, il faut le gérer. C'est à quoi on s'affaire à la MRC actuellement. Pourquoi Montcalm va se développer plus rapidement que d'autres? C'est simple, à cause de sa position géographique. Une fois que Montréal s'est rempli, le pourtour s'est rempli, Laval, Terrebonne, Mascouche, et la 2e MRC par la suite, c'est nous. Donc, avant d'aller à Desmoulins ou plus loin dans Joliette, c'est évident que la MRC de Montcalm, les gens vont s'installer dans Montcalm. Maintenant, au niveau de la gouvernance, suite aux pressions de nos fédérations et de nos unions, la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec, il y a plus de pouvoirs qui ont été délégués par nos gouvernements aux municipalités régionales de comté, aux MRC. Plusieurs décisions ont été prises, entre autres, en 2014, le gouvernement a décidé d'abolir ce qui s'appelait les CRE, les conférences régionales des élus. Qu'est-ce que c'est les CRE? En fait, c'était le palier administratif régional, en fait, le palier pour la région administrative. Donc, les décisions qui s'appelaient l'Anaudière étaient prises au niveau de la CRE. Le gouvernement ayant aboli cette instance-là, les élus de l'Anaudière se sont rencontrés et ils se sont dit, est-ce que pour nous, l'entité Lanaudière, est-ce que le branding Lanaudière est important? Est-ce qu'on veut que ce nom-là perdure dans le temps? Et si c'est le cas, il va falloir installer, il va falloir mettre en place un organisme à ce niveau-là, parce que sinon, si c'est seulement les 6 MRC qui font leur job chacun chez elles, il n'y aura pas évidemment de lieu de concertation là, pour l'ensemble des gens de Lanaudière. Donc un jour, le branding, le nom de Lanaudière va disparaître.
Et ben évidemment, les élus étaient tous favorables à garder le nom Lanaudière en vie. Donc, on a décidé de donner plus de pouvoir à un organisme qui existait déjà, qui est la table des préfets de Lanaudière. On l'a dit tantôt, j'ai le grand privilège d'en être le président depuis quelques mois. Donc, c'est cette table-là maintenant, c'est là l'instance régionale, l'instance lanaudoise pour gérer les dossiers de la région administrative. En 2015, le gouvernement a pris une autre décision. En fait, il a proposé, vous savez qu'il existait des CLD, à ce moment-là, au niveau des MRC, il existait des centres locaux de développement. Et c'était le levier économique là, des MRC. Le gouvernement a fait une proposition, aux MRC. Ils ont dit, vous voulez avoir plus de pouvoir, parfait, en voilà d'autres. Donc, vous aurez l'option de maintenir en force les CLD. Vous auriez aussi l'option de déléguer votre pouvoir en développement économique à une autre entité, une société de développement économique XYZ, ou vous pourriez aussi, à l'intérieur de vos murs, mettre en place un département de développement économique. Dans notre cas, c'est ce qu'on a décidé de faire, et d'où est né en 2015 le DRM, qui s'appelle Développement Régional Montcalm, en fait, sous l'acronyme le DRM. Pourquoi on a décidé ça, en fait, c'est qu'on a cru et on le croit encore, que c'était une bonne idée de jumeler les ressources afin de réduire les coûts d'administration et pouvoir concentrer les fonds en aide directe aux entrepreneurs. Quand on avait un CLD et une MRC, on avait un directeur général dans chaque organisation. On avait quelqu'un à la paye dans chaque organisation. On avait un comptable dans chaque organisation. On avait un réceptionniste dans chaque organisation. Alors qu'on est capable de concentrer tout ça avec les effectifs de la MRC. Donc, une des premières décisions qu'on a prises à ce niveau-là. Aussi, il y avait un désir des élus, un désir profond des élus de poursuivre le développement économique dans Montcalm. Et pour ça, une des actions qu'ils ont posées, c'est qu'on maintient l'investissement. Chaque année, la MRC de Montcalm prenait de son budget d'opération 214 000 $ et l'investissait dans le budget du CLD. Et maintenant, on a décidé, donc, en créant le département de développement économique, de maintenir cette contribution-là de 214 000 $ par année. Aussi, tous les actifs du CLD ont été transférés, bien sûr, à la MRC. Une autre belle preuve de l'intérêt pour les élus de Montcalm de continuer à pousser le développement économique. Le CLD était propriétaire de 2 bâtiments. Un bâtiment à Sainte-Julienne, qui a maintenant été vendu il n'y a pas si longtemps à la municipalité de Sainte-Julienne. Ce sera maintenant leur nouvel hôtel de ville. Et on a un autre bâtiment que le CLD avait acheté il y a quelques années à Saint-Esprit, l'ancien centre financier aux entreprises de Desjardins, près de l'église. Le CLD était propriétaire de ces 2 bâtiments-là. Ils sont devenus propriété de la MRC, évidemment, lors du transfert d'actifs. Quand on a vendu le bâtiment de Sainte-Julienne, on a pris l'engagement, les élus, que tout le fruit des ventes, en fait, était mis dans un compte réservé pour le développement économique. Donc, on peut pas s'en servir pour boucler le budget de la MRC pour faire d'autres projets qui sont pas en développement économique. C'est de l'argent réservé, c'est de l'argent tagué. On est en train de conclure la transaction pour la vente du CFE, l'ancien CFE de Desjardins à Saint-Esprit. Et c'est la même chose. Les élus se sont engagés à ce que les sommes de la vente soient réservées dans un compte pour encore là accompagner les entrepreneurs à faire du développement d'affaires. Chez nous, dans la MRC de Montcalm, la gestion participative, c'est ultra important. On a mis plusieurs dossiers en place où est-ce qu'il y a des élus et des non-élus qui siègent sur les mêmes conseils d'administration et ça enrichit beaucoup les discussions. Entre autres, l'ancien CLD qui s'appelle maintenant DRM, que je vous ai présenté, que je vous parle depuis quelques minutes, le conseil d'administration est composé de 6 élus et de 6 non-élus. Qu'est-ce que ça peut faire pour un entrepreneur qui veut partir en affaires ou qui est déjà en affaires et qui a des projets de croissance? Qu'est-ce que peut faire DRM pour vous? En fait, DRM offre des supports techniques et financiers pour le démarrage d'entreprise, bien sûr. On offre de l'accompagnement pour la création de plans d'affaires, la recherche de compléments au financement. On offre des services conseils variés, marketing, prévision budgétaire, etc. Services également pour les entreprises déjà établies, comme je l'ai dit. Et outre nos propres fonds, desquels je vais vous parler dans quelques secondes, nous permettons l'accès à plusieurs bailleurs de fonds. C'est facile, une fois qu'on a un projet en place, d'asseoir plusieurs bailleurs de fonds autour de la table pour pouvoir trouver le meilleur financement possible pour que votre dossier arrive à terme. Donc, et tous ces services, bien sûr, sont sans frais. Donc, peu importe le besoin, contactez notre équipe. Je vais vous partager une petite statistique. DRM a traité un peu plus de 250 dossiers depuis 2016, que ce soit du démarrage, service conseil, subvention. Donc, ils travaillent fort. Un autre de leur mandat, c'est de développer, en fait, de continuer à développer aussi la synergie régionale. Il y a plusieurs partenaires importants dans notre région et il faut continuer à travailler avec ces gens-là. Donc, la Lanaudière économique, la SADC à Chigan-Montcalm, la Chambre de commerce et de l'industrie de la MRC de Montcalm,
la BDC, la FTQ, Carrefour Jeunesse Emploi, Desjardins, les banques à charte, et je pourrais en ajouter plein, la Table régionale d'économie sociale d'Anaudière. Il y en a plusieurs entreprises, plusieurs organismes avec lesquels on peut travailler, on doit travailler pour développer une synergie régionale au bénéfice de nos citoyens, évidemment, et de nos gens d'affaires. À la MRC, dans DRM, il y a de l'argent disponible. Il existe différents fonds auxquels vous pourriez avoir accès. Il existe 6 fonds chez nous, là, le Fonds de développement du territoire, le FDT, le Jeune promoteur, le Fonds de développement de l'offre touristique de l'Anaudière, le soutien aux travailleurs autonomes, le Fonds d'appui au rayonnement des régions, le phare, et le Fonds local d'investissement. Donc, le premier, le Fonds de développement des territoires, ce que c'est? D'abord, c'est une subvention. Quand on dit subvention, la différence entre une subvention et un prêt, c'est que la subvention, vous la remboursez pas. Une fois qu'on vous l'a donné, c'est à vous. Un prêt, on le rembourse. Donc, c'est sous forme de subvention dans le FDT. C'est une subvention maximale de 75 000 $. C'est un programme qui s'adresse aux OBNL de la région et aux municipalités. Les projets doivent se réaliser, bien sûr, dans Montcalm. Et pour les projets locaux et régionaux, il faut que ça touche minimum 2 municipalités dans Montcalm. C'est un fonds qui est géré par DRM, par Montcalm. Le fonds Jeune promoteur, c'est une subvention aussi, maximum 10 000 $. C'est pour les entreprises en démarrage, pour les clientèles âgées entre 18 et 35 ans, et les projets doivent se réaliser dans la MRC de Montcalm, bien sûr. Le FDOTL, le Fonds de développement de l'offre touristique de l'Anaudière, c'est une subvention, maximum 80 000 $ selon les catégories. C'est pour les entreprises du secteur touristique de l'Anaudière. Les projets doivent se réaliser dans l'une des 6 MRC lanaudoises. La MRC, dans ce cas-ci, ce qu'on fait, c'est du soutien aux promoteurs. Donc, on aide les gens à bien se préparer pour que les dossiers, une fois qu'ils sont présentés au FDOTL, puissent être acceptés. Et jusqu'à présent, on a pas mal de succès. Maintenant, il y a une autre mesure qui s'appelle la mesure STA, c'est soutien aux travailleurs autonomes. C'est une subvention encore là, pour un montant d'environ 20 000 $. C'est pour les entreprises en démarrage. Généralement, les participants sont prestataires d'assurance emploi ou aide de dernier recours. Les projets doivent se réaliser dans Montcalm et c'est une collaboration entre la MRC et le Centre local d'emploi de Sainte-Julienne. Il y a un tout nouveau dans la famille, le phare, le Fonds d'appui au rayonnement des régions. C'est une subvention maximum de 1,5 million sur 3 ans. Donc, un promoteur peut aller chercher jusqu'à 500 000 $ par année sur 3 ans. C'est pour les OBNL et les entreprises privées de l'Anaudière. Les projets doivent se réaliser dans au moins 2 MRC de l'Anaudière et avoir un rayonnement régional important. Il y a d'ailleurs, je vous invite, si vous pensez que vous pourriez être admissible ou que vous avez un projet qui pourrait être admissible au phare, je vous invite à aller sur le site de la table des préfets de l'Anaudière. Vous pourrez voir les 14 priorités régionales qui ont été établies, à partir desquelles les critères de sélection sont basés pour qualifier ou donner plus ou moins de points à un projet. Donc, plus vous répondez à ces critères-là, bien, plus vous avez la chance d'avoir un pointage élevé, donc de vous approcher de l'obtention d'une subvention importante. La MRC de Montcalm, dans ce dossier-ci, un peu comme le FDOTL, en fait, on soutient les promoteurs de Montcalm dans leurs demandes et c'est géré par le ministère des Affaires municipales d'occupation du territoire et la table des préfets de l'Anaudière. Et le dernier fonds que je vais vous parler cette fois-ci, c'est un prêt, ça s'appelle un FLI, un fonds local d'investissement. C'est un prêt maximal de 150 000 $. C'est pour les entreprises en démarrage ou en expansion. Les projets doivent se réaliser dans Montcalm et c'est un fonds qui est géré par la MRC de Montcalm. Et bien sûr, quand on va chercher un FLI, ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire d'autres choses aussi avec la SADC, par exemple, ou avec d'autres types de fonds qu'on pourrait jumeler pour réussir à faire un projet, aller attacher un financement important pour un projet d'envergure. Il y a aussi quelques défis dans Montcalm. J'aurais pu en inscrire probablement une vingtaine. On a décidé de se limiter à 3. Un des défis importants, le faible taux de diplomation dans Montcalm. Il y a une amélioration, mais c'est pas suffisant. Il faut s'améliorer encore. C'est un premier point. Le recrutement de la main-d'œuvre dans la MRC de Montcalm, c'est important aussi. Et le rôle de l'immigration, cette portion-là, probablement plus pour vous amener vers un questionnement. Donc d'abord, je vous parle un petit peu du taux de diplomation. Heureusement, il y a une forte volonté des élus de Montcalm de trouver des solutions pour assurer la réussite scolaire de nos jeunes. Entre autres, à chaque année, on prend de l'argent du FDT et on met 100 000 $ de côté pour financer des projets en réussite scolaire. Quelques exemples découlant de cette volonté, le 29 mars 2017, on a fait un colloque impliquant tous les intervenants du milieu de l'éducation, les élus, les organismes. Encore, le colloque avait comme objectif, en fait, de trouver des pistes de solutions, savoir où est-ce qu'on devait investir les argents pour réussir à obtenir des résultats qu'on veut. On aide aussi le CPRSM. Le CPRSM, c'est le Comité de promotion pour la réussite scolaire de la MRC de Montcalm. Ils ont un projet qui s'appelle Parents porteurs de réussite. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet-là, mais ce que c'est, en fait, c'est une série d'ateliers donnés en partenariat avec les ressources du milieu. Et ces ateliers visent à outiller les parents des enfants de 0 à 17 ans
de la MRC de Montcalm, bien sûr, sur différents sujets afin qu'ils puissent soutenir et accompagner leurs enfants vers la réussite. On appuie aussi financièrement l'association Carrefour Famille Montcalm. Ils ont mis un projet il y a 2 ans en place avec le bureau de M. Marceau, le projet des sacs d'école, pour que les enfants qui rentrent à l'école aient leur équipement, leur sac scolaire bien rempli pour être capables de faire face à leur année scolaire en ayant tout ce qu'ils ont besoin dans leur sac. Aussi, on a des programmes d'aide aux devoirs qu'on a mis en place dans différentes municipalités, à Saint-Lin, Sainte-Julienne, Saint-Calix et je pense qu'il y a d'autres municipalités. Et on soutient financièrement ces projets-là d'aide aux devoirs aussi. En collaboration aussi avec le complexe J.C. Perrot, on a donné un appui financier pour une offre de plateau sportif à l'école secondaire La Chigan et pour les programmes de sport-études. Il y a aussi un projet qui nous a été présenté récemment par Jean Pilote du Carrefour Jeunesse Emploi. On pense que c'est un projet qui est très porteur. En fait, c'est le projet de grappe éducative. Vous en entendrez parler bientôt plus abondamment, mais pour vous le résumer rapidement, ce qu'on me dit, c'est que, bon, bien sûr, dans une économie du savoir, la MRC de Montcalm présente un taux de diplomation très bas et nos entreprises ont de plus en plus de difficultés à trouver de la main-d'œuvre de qualité. Une grappe éducative dans Montcalm, c'est quoi? En fait, ce serait un pôle de compétences inspiré des grappes industrielles ou technologiques qui est une concentration géographique d'organismes, d'institutions, d'entreprises et de chercheurs voués au développement et à la qualification des jeunes de notre MRC. L'objectif, évidemment, c'est optimiser par leur regroupement et leur interaction l'utilisation des ressources dévouées au développement des jeunes permettant de contribuer au positionnement, au développement et à l'attractivité de notre MRC. Les facteurs de succès, l'établissement et le maintien d'un fil conducteur pour chacun des stades de développement d'un jeune. Donc, on veut suivre les enfants à partir du moment où ils sont dans le ventre de leur mère jusqu'à temps qu'ils soient sur le marché du travail, efficace, fonctionnel, et avoir un suivi régulier de toutes les étapes de la petite enfance, de la petite école, de la moyenne école, du cégep, et faire le suivi complet. Donc, évidemment, pour mettre ça en place, ça prend de volonté politique. Je pense que vous aurez, M. Pilote, l'appui indéfectible de la MRC de Montcalm, et je sais que les différents paliers des ministères aussi, je sais que le bureau de Nicolas Marceau, ils sont sur le projet, je suis convaincu qu'on va pouvoir se fier sur leur collaboration, comme ils le font toujours d'ailleurs. Aussi, favoriser la formation en entreprise. Donc, il y a des organismes qui sont présents pour soutenir les employeurs et les jeunes dans leur démarche. Entre autres, je viens de vous en parler il y a quelques secondes, le CJE, le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est un partenaire de choix pour l'intégration et l'encadrement de nos jeunes sur le marché du travail. Ils ont un programme qu'ils font à chaque année qui s'appelle Desjardins Jeunes au travail. C'est des jeunes âgés de 15 à 18 ans qui sont encadrés, dirigés et outillés pour faire face aux aléas d'un premier emploi. En 2017, ce sont 30 étudiants et 22 entreprises qui ont participé au programme. Aussi, le programme Oser Jeunes, qui est un programme de conciliation travail-études très important de participer, de mettre ça en place pour favoriser le maintien à l'école de nos jeunes. Il y a des discussions qui sont entamées avec la commission scolaire afin de créer des programmes de maillage avec les entreprises et ainsi favoriser des formations techniques en entreprise afin d'éviter que les jeunes moins intéressés par l'académique décrochent. De plus, il y a quelques jours, j'ai eu le privilège de participer à l'annonce d'une nouvelle desserte universitaire dans la Naudière qui verra le jour dès septembre 2018 et offrira 5 baccalauréats. Baccalauréat en communication sociale, sciences de l'éducation, administration des affaires, sciences comptables et sciences infirmières. Pourquoi on est si content d'avoir une desserte universitaire qui offre des programmes de bac dans la Naudière? C'est parce qu'on veut pas que nos jeunes aillent étudier à Sherbrooke, puis à Ottawa, puis ailleurs en région ou à Québec, et qu'ils ne reviennent pas par la suite. Si on réussit à les former chez nous, ils vont garder leurs amis ici, puis ils vont continuer à habiter ici, puis on va développer chez nous. On développe nos talents pour chez nous. Deuxième point, on disait user de créativité pour l'attraction de la main-d'œuvre dans Montcalm. Il y a des choses qu'on peut mettre en place. Il y a des bons coups qu'il faut utiliser, en fait. Permettre des horaires flexibles, permettre la conciliation travail-famille, la mise en valeur des plans de relève, les investissements dans la formation, et ne pas sous-estimer l'étape d'accueil et d'intégration également des nouveaux employés. Il faut mettre en valeur notre région. En fait, le faible coût de la vie, l'accessibilité au logement, le sens contraire du trafic. C'est porteur, c'est vendeur. Donc, il faut présenter un cadre de vie de qualité et non seulement un emploi. Et pour le dernier point, au niveau de l'immigration, j'ai envie que vous vous questionniez un petit peu. Est-ce que l'ouverture face à l'immigration est une des sources à envisager pour la pénurie de main-d'œuvre? On a vraiment un problème de main-d'œuvre dans Montcalm et actuellement, notre développement au niveau de l'immigration est égal à 0. On n'a pas de démarche qu'on entreprend. C'est peut-être une des solutions à notre problème. Il faut se poser la question et pas se fermer les yeux, ça fait partie de la réalité. Plus de 1000 travailleurs saisonniers étrangers se joignent à nos agriculteurs chaque année.
Il y a des défis, mais il y a aussi des opportunités. Encore là, il y en aurait eu 20, mais on a dû en choisir 3. Donc, la révision du schéma d'aménagement, le service de transport de la MRC de Montcalm et l'arrivée d'Internet haute vitesse. Révision du schéma d'aménagement, en quoi c'est une opportunité, particulièrement pour les gens d'affaires? En fait, le schéma d'aménagement, pour que tout le monde sache de quoi on parle, c'est l'outil réglementaire sous la responsabilité des MRC concernant la vision reliée au développement. Donc, les élus, depuis plusieurs années, travaillent à établir un schéma d'aménagement. En fait, c'est une carte du territoire, mais encore plus important, c'est que derrière la carte, il y a un grand travail pour développer la vision. On s'est dit, vous savez, on va dans plusieurs municipalités au Québec et on voit le développement qui est assez anarchique. Des fois, il y a une petite maison, une grosse bâtisse, 2 petites maisons, une grosse bâtisse. Ça se tient pas, c'est pas cohérent comme développement. Si on veut développer un espace de vie intéressant pour nos citoyens, ben il faut faire un développement cohérent. Donc, le schéma d'aménagement, ce qu'on a fait, les municipalités, là, ça fait plusieurs années, je vous le dis, la dernière version du schéma qu'on va adopter en version finale dans quelques jours, il y a 7 ans d'ouvrage. Ça fait 7 ans qu'on travaille dessus. Et on est prêt, là, maintenant, à aller de l'avant. Les élus se sont concertés, puis on s'est rendu compte, en fait, qu'on était tous très complémentaires. On s'est rendu compte que le grand commercial, la meilleure place pour l'installer, c'est à Saint-Lay-Laurentide. On s'est rendu compte que l'institutionnel pouvait être à Sainte-Julienne, que le récréo touristique était en montagne, où est-ce qu'il y a des lacs et des montagnes à Saint-Calix, que le parc industriel, celui qui va fonctionner le plus, c'est bien sûr celui de Saint-Roch-Lachigan, sur le bord de l'autoroute, à l'entrée de notre territoire. Donc, on a tous trouvé nos forces et on a été capable de bâtir un schéma qui respecte les forces de chacun. Et je pense que c'est fort intéressant parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur qui arrive sur notre territoire, à partir du moment où on connaît un peu son projet d'affaires, on est capable de le diriger au bon endroit pour être efficace. Puis là, je peux parler, mais un créneau de la culture, exemple pour la Nouvelle-Acadie, tout ce qui est culturel, évidemment, c'est là où c'est concentré pour le moment, pour l'instant, du moins. Donc, voilà. Maintenant, deuxième point, le service des transports de la MRC de Montcalm. Je me rends compte souvent que les gens ne savent pas encore qu'il existe un service de transport dans la MRC de Montcalm. Il y a un service de transport qui est flexible, 7 jours sur 7, de 7 heures le matin jusqu'à 23 heures le soir. Il y a des liaisons quotidiennes vers Joliette, vers Saint-Jérôme, vers Montréal et vers Terrebonne, et partout à l'intérieur de la MRC. Je vous donne un petit peu de détails. Donc, le service de transport pourrait être une solution pour la pénurie de main-d'œuvre parce que, à preuve, en 2017, 73% des clients du transport collectif ont utilisé notre service pour se rendre à leur travail. Et près de 50 000 déplacements, toutes catégories confondues, ont été réalisés. C'est un service de transport flexible, comme je disais, 7 jours sur 7, de 7 heures à 23 heures. Il y a plus de 200 lieux d'embarquement dans Montcalm. Vous pouvez partir de n'importe quelle pancarte d'autobus dans Montcalm et vous rendre à n'importe quelle autre pancarte d'autobus dans Montcalm pour un tarif variant entre 3 $ et 6,75 $. Donc, on pourrait partir complètement à l'autre bout de Saint-Calix puis me rendre complètement à l'autre bout de Sainte-Marie-Salomé pour 6,75 $. Ou je pourrais me promener à l'intérieur de Saint-Lin, d'un pôle à l'autre à Saint-Lin, d'un coin à l'autre de Saint-Lin pour 3 $. OK? Ça vaut la peine de le mettre en place. Probablement que peut-être que vous savez pas que ça existe, puis peut-être que vos employés pourraient savoir. En plus du transport collectif, Montcalm offre un transport adapté aux personnes à mobilité réduite. Pour offrir tous ces services, la MRC de Montcalm fait appel à plusieurs entreprises montcalmoises, que ce soit des taxis ou des autobus. La MRC est à terminer son plan de transport qui permettra d'amorcer un virage important avec le service de transport, comme je disais, pour que celui-ci soit encore plus performant, plus technologique et plus connecté. La mobilité dans la MRC de Montcalm passe par une diversité de modes. C'est pourquoi nous sommes partenaires du projet Embarque-Lanaudière, qui regroupe toutes les MRC de Lanaudière. Ce projet offre un site Internet pour jumeler les offres et les besoins en matière de covoiturage. Pour plus d'informations, encore là, contactez la MRC de Montcalm, le service de transport, ils sont là pour vous. Dernier point que je vais vous parler, vous avez probablement entendu parler de notre projet de desserte Internet haute vitesse. Je vais vous en parler un peu parce que c'est un projet très important pour notre région. Luciole. C'est quoi le projet Luciole? En fait, depuis plusieurs années, on a des citoyens qui se plaignent, et des entreprises, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas un bon accès à l'Internet. Il fallait vraiment trouver une solution. Donc, selon un recensement, en fait, en 2012, il y avait un nombre important de Montcalmois, comme je disais, qui étaient mal desservis ou qui étaient simplement pas desservis par l'Internet haute vitesse. Quand je vous dis qu'ils sont pas desservis, là, c'est qu'ils ont accès, mais par une soucoupe. À partir du moment où tu as une soucoupe, on peut te considérer comme desservi. Pour ma part, c'est pas le cas. Donc, la MRC était déjà propriétaire de 100 km de fibre optique. Parce que dans
les années passées, il y avait un programme de subvention qui s'appelait Communauté rurale branchée, où à peu près toutes les villes du Québec ont connecté leur hôtel de ville et les écoles primaires de chacune des municipalités sont connectées ensemble. À partir de ce 100 km de fibre-là, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on pourrait brancher des citoyens à partir de ce même premier 100 km-là qui est existant. Il y avait une absence marquée de volonté des fournisseurs principaux à desservir cette clientèle-là, donc les Bell de ce monde, les Vidéotron de ce monde, ils sont déjà dans toutes nos municipalités, mais ils sont dans les périmètres urbains où est-ce qu'il y a beaucoup de densité. Quand on sort du périmètre urbain, quand on va dans les rangs autour des lacs, où est-ce qu'il y a où est-ce qu'il y a plus de distance entre les maisons, ben ils sont pas intéressés et je les comprends parce qu'économiquement, c'est pas rentable. Une entreprise de télécommunications, ils ont un retour sur investissement très élevé, ils ont un ratio de rentabilité très, très élevé, et eux autres déployer 500 km de fibre pour générer 2, 3 millions ou 4 millions de bénéfices annuels, c'est pas suffisant. Il faut générer beaucoup plus que ça pour déployer un tel infrastructure. Donc, il y avait une très forte volonté politique aussi des élus de résoudre cette lacune parce que ça a des impacts importants au niveau du développement économique et de l'attraction des nouveaux citoyens et des nouveaux commerces. Les gens qui téléphonent actuellement dans nos municipalités depuis les dernières années et nous demandent pas s'il y a un parc dans les environs ou s'il y a un aréna. Ce qu'ils nous demandent, c'est qu'est-ce que vous avez comme connexion Internet. C'est très important pour le développement maintenant. Pour décider d'aller de l'avant, il y avait quand même des filtres, il y avait quand même des étapes à franchir pour s'assurer qu'on s'en allait dans le bon sens. La première question qu'on s'est posée en 2012, d'abord, on s'est dit, est-ce que le réseau existant, le 100 km qui traverse la MRC de Montcalm, est-ce qu'on pourrait brancher, il y a 22 000 maisons dans Montcalm, si ces 22 000 maisons étaient branchées en même temps sur ce réseau-là, est-ce que le réseau serait capable de supporter ça? Donc, on a engagé une firme qui a fait les études et tout ça, et ils nous ont dit, savez-vous quoi, si les 22 000 foyers étaient tous branchés en même temps, et que tous les ordinateurs étaient ouverts, on serait capable de donner 100 mégabits de téléchargement et 100 mégabits de téléversement si tout le monde est branché en même temps. Donc, on a dit, bon, ça fonctionne, ça marche. Il y avait d'ailleurs la fibre optique qu'on avait dans la gaine, parce qu'on était copropriétaire de cette fibre-là avec la commission scolaire, et il y avait des fibres disponibles. On a exercé notre option d'achat auprès de la commission scolaire, on a acheté tous les fibres disponibles dans cette gaine-là, et c'est grâce à ça, pour certains secteurs, où est-ce qu'on est capable d'assurer ce service-là. Donc, on s'est dit, au niveau technique, ça fonctionne. Maintenant, est-ce que financièrement, c'est un projet qui se tient? Si c'est pas payant pour Bell et Vidéotron, comment nous autres, on pourrait réussir à faire ça? Bien évidemment, je vous répète que notre ratio de rentabilité, en fait, notre objectif de base n'est pas le même. L'objectif d'une entreprise privée, c'est de générer des profits, puis d'augmenter les dividendes aux actionnaire, puis d'augmenter la valeur des actions, pas de donner un service. Donner le service, c'est le moyen qu'on prend pour se rendre à l'objectif. Alors que nous, l'objectif comme tel, c'est donner le service. On le ferait juste pour les coûts. On le ferait un pour un, on serait prêt à le faire. On veut que notre monde soit branché. On veut plus qu'il y ait 2 classes de citoyens dans Montcalm. On veut que tout le monde arrive en 2018. Donc, on a fait quand même l'étude de faisabilité, l'étude financière. Et ce que cette étude-là nous a dit, c'est si on investit, on va devoir investir près de 13 millions. On va brancher des gens et on va être capable, par la facturation, d'assumer 100% du règlement. Donc, il n'y aura pas de taxes, il n'y a pas de compte de taxes. Personne sur vos comptes de taxes, vous ne verrez jamais apparaître Luciole, là, puis on n'aura jamais à payer pour ça. Ça va s'auto-financer par les utilisateurs. Au niveau financier, les calculs ont été faits, c'est pas compliqué. Je vous dis tantôt, il y a 22 000 maisons dans Montcalm. Après un bon travail que je vais vous expliquer un peu plus loin, on a identifié 7 166 maisons mal desservies ou non desservies. Sur ces 7 166 maisons-là, on estime qu'il y en a 4 000 qui vont se brancher avec nous autres dans une première vague de déploiement. Mais si on a 4 000 foyers branchés avec nous d'ici un an et demi, on est capable de faire des tarifs concurrentiels, pareil comme Bell Vidéotron, pour un service de bien meilleure qualité, on va être capable de dégager des bénéfices d'opération entre 3 et 4 millions par année à partir de la 3e année d'opération. C'est sûr que 3-4 millions pour 535 km de fibre pour un Bell, ça ne l'intéresse pas. Mais pour une MRC, qui a un budget annuel de 8 millions, si on est capable d'autofinancer 50% de notre budget, ça vient libérer pas mal les quotes-parts des municipalités. Ou on pourrait aussi garder ces argents-là pour faire différents projets dans la MRC. Là, on pourrait mettre une piste cyclable. Bref, faire différents projets, soit en réduction de taxes ou faire des projets tout simplement pour la région. Si on décidait de mettre ça en place, parce que là, techniquement, ça fonctionne, financièrement, ça fonctionne. Maintenant, si on met ça en place, est-ce que ça va être un département de la MRC? Est-ce que ça va être une coopérative? Est-ce qu'on va faire opérer le service par un opérateur? Comment on va gérer ça? Et on a décidé à ce moment-là, pour un paquet de facteurs, de créer un organisme qui s'appelle MTFO. C'est un organisme sans but lucratif. Donc, Montcalm Télécom et Fibre Optique.
donc MTFO a vu le jour. MTFO, autre entreprise de gestion participative, parce que les administrateurs d'MTFO sont 4 élus de la MRC et 4 non-élus, 4 citoyens. Donc, un projet qui vient des citoyens, à la demande des citoyens, géré par des élus et des citoyens, et à la fin, tous les bénéfices vont être réinvestis dans la collectivité, donc au bénéfice des citoyens. En 2014, à l'été 2014, un troisième filtre, on s'est dit, techniquement, ça fonctionne, financièrement, pour nous autres, ça fonctionne. On a fait challenger nos chiffres par les avocats, par le comptable, par le vérificateur externe. Tout a de l'air à marcher. Maintenant, on va voir si on est capable d'avoir le règlement d'emprunt. 12,9 millions, c'est quand même pas rien. Une MRC, je pense que le dernier règlement qu'on avait fait, c'était 400 000 pour acheter la bâtisse là, de la MRC. Fait que, tu sais, 12,9 millions, c'est quand même du sérieux. On s'est dit, est-ce que ça va passer? Ça va être un bon filtre. On a envoyé notre demande à Québec. Quelques semaines plus tard, on a eu la réponse positive. Donc, notre règlement d'emprunt, 12,9, a été accepté. On était prêt à débuter la construction. On est à l'automne 2014 à ce moment-là. Et, à l'automne 2014, M. Stephen Harper, le premier ministre de l'époque, a lancé un programme de subvention. Il a annoncé le programme fédéral, un Canada branché, Canada numérique 150. On s'est dit, sur 12,9 millions, est-ce qu'on pourrait pas aller chercher 500 000, 1 million, peut-être 2 millions si on est chanceux? Ça va réduire, évidemment, l'investissement que la MRC, le montant que la MRC devra emprunter. Donc, le ratio de rentabilité va être plus rapide. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, en 2015, pendant que notre demande de subvention était à l'étude à Ottawa, on a fait un exercice assez exceptionnel. Les villes ont toutes mis des employés à contribution et on s'est mis à appeler nos citoyens dans les différents rangs, un peu partout, là, différentes rues, différents rangs, pour savoir qui était bien desservi et qui était mal desservi. Parce que, encore là, pour obtenir la subvention, c'est une question de pointage. Et donc, plus tu es mal desservi, plus tu obtiens un plus gros pointage, évidemment. Et à l'inverse, si tu es considéré comme bien desservi, ben c'est plus difficile d'avoir accès à la subvention. Si on se fiait à la carte du gouvernement fédéral, nous étions couverts à 100% et on était couverts parfaitement bien. Pourquoi? Parce que il y a des entreprises style ExploreNet, des entreprises avec les SOCUP, qui avaient eu d'importantes subventions dans les années précédentes pour nous desservir. Donc, les rapports qui avaient été faits par ExploreNet, c'est mon calme, ça va très bien. Tout le monde est branché, tout le monde est heureux. À partir du moment où on est heureux avec une SOCUP, c'est vrai qu'on est tous heureux. Mais on n'est pas toujours heureux avec une SOCUP parce que s'il fait beau, ou s'il pleut, ou s'ils vendent, ou s'ils vendent pas, ben, elle fonctionne pas. Donc, on a fait cette opération de requalification-là dans toutes les municipalités assez qu'on a eu un appel du gouvernement fédéral, du ministère de l'Industrie, pour nous dire qu'est-ce qui se passe. On est en train de se faire hacker. Le site du gouvernement était rouge. Là. Il y avait beaucoup parce que évidemment on appelait les gens, puis par la suite par informatique on rentrait les données et on modifiait la base de données. Donc voilà. Fait qu'au final, il y a 7166 déclarés non accessibles, qui n'avaient pas d'accès en fait à l'internet toute pièce de bonne qualité. Par la suite, vous le savez, il y a eu des élections fédérales. Ça a créé quelques délais, mais ça a valu la peine parce que l'année suivante, en juin 2016, en fait, MTFO s'est vu confirmer une subvention de 4,7 millions du gouvernement fédéral. C'est la plus grosse subvention, pour votre information, pour un start-up, pour un démarrage au Canada, dans le programme Canada branché 150. Il y avait par contre certaines limitations. Une des limitations, c'est que le projet doit être terminé en mars 2019. En février 2018, c'est donc dans 13 mois, il faut que le déploiement soit complété. C'est de l'ouvrage de régler tout ça. On va le faire, c'est l'ouvrage. Donc, septembre 2016, on était en appel d'offres et on a engagé une firme qui s'appelle BC2 Tactique, qui a obtenu le contrat pour jouer le rôle de bureau de projet dans ce projet-là. Le nom, on aurait pu s'appeler MTFO, Snow Camion MTFO. On aurait pu s'appeler MRC Montcalm, Internet haute vitesse. Mais on a décidé de se donner un branding comme les grandes entreprises. Nous autres, on veut se positionner comme un joueur important parce que qui sait ce que Luciole ou MTFO fera un jour avec peut-être les régions voisines. Donc, on a décidé d'octroyer un mandat à une firme de com qui s'appelle Parallèle pour la création de l'image de marque et on a été chercher donc le nouveau nom qui est Luciole et le slogan « La fibre locale, c'est brillant ». La réflexion derrière le nom, mais la luciole, un insecte lumineux, on sait que la fibre optique, hein, c'est un faisceau de lumière. Et évidemment, puis le slogan, là, la fibre locale, avoir la fibre locale et la fibre Internet, bien sûr. Donc, mission, c'est quoi la mission de Luciole ou de MTFO? C'est d'offrir aux clients mal desservis un Internet de qualité supérieure, et cela en générant un maximum de retombées locales.
C'est la vision de Luciole, c'est de devenir le premier fournisseur Internet haute vitesse et partenaire des municipalités. Professionnalisme au niveau de nos valeurs, professionnalisme, qualité irréprochable d'infrastructures et de services, notre engagement social, donc motivé par l'économie sociale pour l'intérêt collectif et les retombées locales, et les valeurs de coopération. On est disposé à collaborer avec d'autres communautés pour leurs intérêts à eux. D'ailleurs, on a donné un webinaire la semaine passée où il y a près de 70 municipalités du Québec qui se sont branchées pour suivre le webinaire, et j'ai vu passer, pas plus tard qu'hier, je pense, là, sur le fil de presse là, de la FQM qui disait au gouvernement, en tout cas, vous devriez revoir vos programmes de subvention, c'est important d'encourager les OBNL particulièrement, puis gérés par des municipalités ou des organisations municipales, c'est une bonne idée. Fait que, bref, faut croire que le message semble avoir passé. Notre positionnement, en fait, c'est un réseau de performance supérieure pour des clients délaissés par les grands fournisseurs. Notre promesse de marque avec Luciole, vous ne serez plus jamais isolés. Et les services offerts, câble distribution, l'accès à l'Internet haute vitesse et la téléphonie par câble. Échéancier. Donc, quand est-ce que ça va se faire tout ça? Parce qu'on sait qu'on a jusqu'en mars 2019 pour tout déployer. Donc, il y a des relevés de terrain et l'ingénierie détaillée du réseau qui est en cours actuellement. On a à peu près 80% de l'ingénierie est faite. Il y a de l'installation des composantes pour la création de la boucle optique reliant chacun des cabinets, les boîtiers de distribution, de chacune des villes au central, le futur, à l'intérieur du centre administratif. J'explique un peu. Actuellement, comme je vous disais, on a un premier 100 km de fibre qui fait le tour de nos municipalités, qui passe dans chacune des hôtels de ville. On a déjà installé des cabinets qu'on appelle à côté de chacune des hôtels de ville. C'est des grosses boîtes en acier là, de 20 pieds de long. Appelons ça des panneaux de distribution. Donc, il y a un gros fil qui sort de l'hôtel de ville, qui s'en va dans le panneau de distribution. De ce panneau de distribution-là, il y a un fil qui passe sous la terre, qui monte dans les boîtes de téléphone et qui est prêt à être déployé pour brancher les gens avec des fils de service tout le long de la route. Présentement, les fils arrivent à un endroit, et cet endroit-là, c'est Saint-Esprit. Il y aura le centre administratif qui sera construit à Saint-Esprit. Quand vous avez passé tantôt, vous l'avez peut-être vu, sinon en retournant, vous le regarderez. On est en construction juste à côté du Béni à Saint-Esprit. Il y a une bâtisse qui va s'ériger là. Actuellement, là, il y a un gars à chaque bout du terrain qui a un fil dans les mains. Lui, il attend que les fils se touchent, tu sais. Mais pour pouvoir brancher deux fils, il faut que ce soit dans une boîte à quelque part. Donc, la boîte va être à l'intérieur du centre administratif. Le centre administratif, appelons ça le siège social, là, c'est le centre administratif. Et à l'intérieur, il y aura un local, un grand local vitré. D'ailleurs, quand on va venir au siège social, vous allez pouvoir voir là, qu'est-ce qui se passe dans une centrale de télécommunications. Les fils vont se rejoindre dans cette centrale-là avec tous les ordinateurs nécessaires à faire rouler le réseau. Par la suite, recrutement de personnel. Donc, on est à la recherche d'une 15aine de personnes pour répondre à différentes tâches de l'organisation parce que, je vous répète, qu'on va tout faire de A à Z. Nous serons les opérateurs, les personnes qui vont répondre au téléphone, les personnes qui vont faire la facturation, le directeur général, c'est des gens, c'est des employés de MTFO. Donc, il y aura aussi une campagne de préabonnement, marketing et préabonnement début 2018 dans les prochaines semaines. Il y a le déploiement de la fibre comme tel dans les poteaux va commencer en avril 2018. C'est demain. Il y aura un projet pilote avec la première municipalité et c'est Saint-Esprit. On a eu beaucoup de pression de M. le maire. Donc, on va commencer à mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pression. Ils voulaient absolument que ça soit chez eux, le siège social. Et on est très content d'ailleurs d'être installé chez vous. Géographiquement, pour nous, c'était le meilleur endroit. Puis on a eu une collaboration exceptionnelle, tant du conseil municipal que de la direction. Donc, projet pilote, l'été 2018. Première municipalité qu'on va déployer. Donc, première qu'on va facturer. Et par la suite, on va brancher les 9 autres municipalités successivement, et la ville, bien sûr, Saint-Laurentide, successivement de juillet 2018 jusqu'à mars 2019. Un petit aperçu de ce que ça aura l'air, le siège social. Donc, le centre administratif de Luciole aura l'air de ça, voyez-vous. Nos camions de service. Il y aura une campagne publicitaire qui annoncera dans chaque municipalité qu'on s'en vient. Évidemment, on souhaite un préabonnement massif. Quand on va passer avec le fil principal, on aimerait ça tout de suite mettre les connexions pour aller brancher les gens à leur maison. Et on a fait pas mal le tour. Donc, en résumé, ce projet-là, en fait, c'est l'exemple parfait de la participation citoyenne et de la volonté politique peuvent avoir un effet de levier très important. D'ailleurs, je suis étudiant à l'ENAP et j'ai donné le webinaire la semaine passée avec M. Trudel, un ex-ministre des Affaires municipales que tout le monde connaissait bien. Et par la suite, le lendemain ou le surlendemain, j'ai vu sur le site de l'ENAP cette publication-là et j'en étais pas peu fier, particulièrement de la première ligne. La MRC de Montcalm, un modèle de leadership pour le monde municipal. Peut-être qu'on pourrait arrêter ça là. Moi, je trouve que c'est le fun. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'est très apprécié.